FMTV, il est 17h, tout pile. À la une cet après-midi, un couvre-feu pour lutter contre la criminalité dans les quartiers. Face à la multiplication des règlements de compte sur fond de trafic de drogue, le maire de Nîmes veut empêcher les moins de 16 ans de sortir entre 21h et 6h du matin. Mesure effective dans certains quartiers sensibles. Dès ce lundi, d'autres villes ont adopté la même mesure. Est-ce que cela marche? On en discute avec nos invités dans un instant. Plus d'un demi-million de signataires en 9 jours, du jamais vu. La pétition d'une étudiante contre la loi Duplon fait mouche sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Elle dénonce notamment la réintroduction d'un pesticide jusque-là interdit en France. Le texte adopté début juillet pour aider les agriculteurs pourrait être réexaminé. On vous expliquera sous quelles conditions. Et puis François Bayrou se laisse l'été pour affiner son plan de redressement. Déclaration du Premier ministre à Pau en marge du départ de la 14e étape du Tour de France. Néanmoins, François Bayrou l'assume. Cela s'annonce complexe pour négocier avec les oppositions. Explication à suivre. On commence donc avec cette mesure choc adoptée à Nîmes. Le maire, les Républicains de la ville imposent un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans certains quartiers sensibles, Fanny. Oui, mesure instaurée dès lundi entre 21h et 6h du matin. Décision prise en réponse aux récentes violences qui ont éclaté dans la ville, notamment plusieurs fusillades sur fond de règlement de compte. Et en début de semaine, le corps d'un jeune homme de 19 ans avait même été retrouvé à quelques kilomètres. Les détails dans ce reportage d'Hilal El Aflahi, Louison Gasnier. À partir de lundi, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ne pourront plus circuler librement dans plusieurs quartiers prioritaires de Nîmes. La mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu entre 21h et 6h du matin, une mesure restrictive qui divise les Nîmois. À 21h, les mineurs, ils doivent être chez eux ou alors les parents savoir où ils sont et puis avoir un regard sur eux, voilà, normal. C'est bien de mettre en place un couvre-feu, mais je pense qu'il y a d'autres mesures qu'il faudrait mettre en place un peu plus fermes. Je pense que le problème, il n'est pas là, quoi. Le problème, il y a un problème soit de misère, soit de travail dans ces quartiers-là, pas forcément s'en prendre aux jeunes. La découverte du corps d'un jeune homme de 19 ans tué par balle et partiellement calciné dans un village proche de Nîmes mardi, puis une fusillade jeudi sur l'une des places principales du quartier Pisevin. Une succession d'actes criminels liés au trafic de drogue qui a poussé le maire de Nîmes à instaurer un couvre-feu pour 15 jours. Dans un communiqué, il évoque une mesure préventive destinée à protéger les mineurs. La situation dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment Pisevin, est devenue intenable à cause de l'action armée des narcoterroristes. Le sang coule régulièrement, les morts s'additionnent, les règlements de compte s'enchaînent. Je ne peux concevoir qu'une jeunesse se détruise ainsi. Comme Nîmes, plusieurs communes, notamment dans les Yvelines, le Rhône ou les Bouches-du-Rhône, ont instauré des couvre-feux pour les mineurs afin de lutter contre la délinquance. Et en Ile-de-France, il y a également Saint-Ouen, Dourdan, Villecresnes qui imposent ces couvre-feux, ainsi que la ville de Triel-sur-Seine. Bonjour Cédric Aoun, vous êtes le maire sans étiquette de Triel-sur-Seine. Vous avez aussi mis en place un couvre-feu pour les mineurs à cause d'incivilités à répétition. Ce couvre-feu est en place dans votre ville depuis début juillet. Est-ce que cela marche? Est-ce qu'il y a moins de violence? Alors ça nous permet surtout de redonner un pouvoir aux parents, car nous on a mis une autorisation parentale. C'est-à-dire que les parents doivent fournir à leurs enfants un motif de manière à ce qu'ils puissent être dehors après 23h. Nous, c'est 23h à 5h du matin. Et donc, ça leur permet d'échanger avec leurs enfants et d'avoir la possibilité de savoir où ils sont. Parce qu'à maintenant, lorsqu'un enfant a 16 ans ou 17 ans, il n'est pas forcément très communicant avec ses parents. Et parfois même, il leur dit tu ne veux pas leur dire où il va. Et donc là, les parents ont un motif, une raison à leur donner, écoute, il faut que tu me dises où tu vas pour que je puisse rédiger ton attestation. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs des parents sur ce point-là. Et ça permet aussi aux policiers municipaux, les gens ne le savent pas forcément, de contrôler, parce que la police municipale n'a pas le droit de contrôler l'identité des personnes s'il n'y a pas un acte constaté de dégradation ou une incivilité. Il faut avoir un motif pour le contrôle. Donc grâce à cet arrêté municipal, les policiers municipaux ont un pouvoir supplémentaire qui leur permet donc de contrôler les mineurs et de vérifier l'encadrement, où ils sont, d'où ils viennent et les raisons du pourquoi ils sont présents dans la rue. Et est-ce que la mise en place de cette mesure, qui a été plutôt bien accueillie, vous le disiez, a déjà fait ses preuves? Est-ce que vous constatez moins de violence? Alors nous, on n'avait pas forcément, c'était vraiment plus des dégâts, des dégradations de matériel urbain qu'on a sur Triel. C'est pas forcément les mêmes cas suivant les villes. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sensibilisation des parents et donc un retour
finalement, les parents doivent à nouveau devenir acteurs de l'éducation des enfants. C'est quand même les parents le premier éducateur de l'enfant. Et il est important de leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent assurer une éducation de qualité et aussi permettre aux policiers municipaux de vérifier ça. Lorsqu'un mineur, par exemple, est surpris plusieurs fois dans la rue et sans autorisation parentale, à ce moment-là, nous pourrons faire un signalement à la protection de l'enfance qui, elle, pourra se charger de vérifier si les conditions sont bien remplies par les parents. Comme l'a dit le maire de Nîmes, l'idée c'est de protéger le mineur avant tout, mais aussi c'est de fournir une bonne éducation, permettre à l'ensemble des éducateurs, c'est-à-dire les parents, la police municipale, les médiateurs qui font un bon travail aussi avec les parents, tout ça d'avoir un travail de concert permettant vraiment une bonne éducation de l'ensemble des personnes et surtout des protagonistes qui sont un petit peu gênants, on va dire. Dans mon cas, ça s'arrête au matériel urbain, mais il y a des villes où c'est largement pire. Alors justement, Cédric Aoun, vous le dites, c'est pour remettre au centre de l'éducation l'importance du rôle des parents. On a vu ce maire de Nîmes qui, lui, impose ce couvre-feu en raison de graves violences dans sa ville. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut également fonctionner dans des cas de violences plus graves, notamment liées au trafic de drogue ? Bon, moi, je pense que ça peut fonctionner dans tous les cas. Et surtout, ça permet d'effectuer un référencement. S'ils arrivent à mettre en place une politique pour repérer, entre guillemets, avec la police municipale, les noms des personnes qui sont là, ça va permettre de trouver un petit peu, parce que vous savez, les trafiquants, moi j'ai le cas dans ma ville, ils font appel à des mineurs pour tout ce qui est, pour distribuer la drogue. C'est le problème qu'il doit avoir actuellement à Nîmes, je suppose. Et pour moi, c'est important qu'il arrive à réagir de cette manière-là. Et effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Il va avoir les noms des personnes et ça va permettre de faciliter les enquêtes au niveau de la police nationale également, qui auront de nouvelles informations, parce qu'il faut pas oublier que la police municipale et la police nationale sont régulièrement en contact et travaillent ensemble sur ces sujets. Donc plus vous avez d'informations, plus vous pouvez remonter à la source et plus rapidement vous pouvez arrêter ce type de trafic. Et il faut aussi dire que les mineurs sont vraiment utilisés. On est dans ce cas-là, c'est ce qu'il disait, quand il dit protéger les mineurs, c'est parce qu'ils sont utilisés. Si un mineur est dehors après 21h, c'est parce qu'il fait de l'argent. Faut être pragmatique. Merci beaucoup Cédric Aoun. On rappelle que vous êtes maire de Triel-sur-Seine. Vous avez mis vous aussi en place des mesures de couvre-feu dans cette commune des Yvelines. Merci à vous. On parle toujours de la sécurité, cette fois-ci dans la Haute-Vienne, avec cette phrase, c'est une guérilla urbaine. Ce sont les mots prononcés par le maire de Limoges. Après les heurts qui avaient déjà eu lieu le 14 juillet, eh bien, il y a de nouvelles échauffourées cette nuit entre une centaine d'individus masqués, armés et des membres des forces de l'ordre. 10 policiers ont été blessés. Oui, les individus ont attaqué des véhicules en circulation par des tirs de mortier d'artifice, vous les voyez sur ces images, et des jets de pierre. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des lanceurs de balles de défense et de lacrymogènes. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement de la CRS 82. On en parle avec notre invité David Leroux. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national du syndicat Alliance. Tout d'abord, de quelles informations disposez-vous à propos de ce qui s'est passé à Limoges ? Écoutez, les informations, vous avez quasiment les mêmes que nous, c'est-à-dire un scénario et un schéma classique qui malheureusement se répète 2 fois en 4 jours, 14 juillet, 18 juillet, on incendie du mobilier urbain ou un véhicule, on attire ainsi des policiers et des pompiers sur un point défini à l'avance, un point d'un territoire que certains souhaitent s'approprier. Et évidemment, quand les pompiers et les policiers arrivent, ils sont véritablement attaqués. On parle de guérilla urbaine, pour moi c'est carrément une attaque coordonnée. Quand vous commencez à avoir des mortiers d'artifice, des cocktails Molotov, des barres de fer, des barricades, ce n'est pas que de la guérilla, il y a une volonté de casser, de blesser, voire même d'attenter à la vie des forces de l'ordre ou des forces de sécurité, parce que je pense évidemment à nos amis pompiers. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe à Limoges ces derniers jours. Ce sont des images qu'on a malheureusement trop l'habitude de voir dans certains quartiers difficiles. Il y a le ministère de l'Intérieur qui annonce le déploiement de la CRS 82. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette unité, qui est une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre ? Affirmatif, ce sont ces nouvelles unités de CRS qui sont formées spécifiquement au maintien de l'ordre en milieu urbain et dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Mais force est de constater que l'État et les pouvoirs publics sont dans la réaction et non pas dans l'action. Or, réagir, c'est reconnaître déjà qu'on a dû subir.
Et ça, c'est inadmissible. Les délinquants, la voyoucratie et les narcotrafiquants, d'ailleurs, se croient tout permis parce que, évidemment, les effectifs sont insuffisants sur le terrain. Nos collègues en investigation coulent sous les dossiers et que quand tout cela, quand même, arrive à amener à des interpellations et des présentations, malheureusement, les prisons sont pleines, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, il faut peut-être revoir le logiciel pour répondre à cette hausse conséquente des violences urbaines, toujours avec un degré supérieur auquel nous constatons, et nous ne devons pas nous y habituer. Et comment se prémunir justement de ces violences, qu'elles soient liées à ce dont on parle ici à Limoges, hein, ces échauffourées, ou à du trafic de drogue, justement pour ne pas en arriver à ces mesures ensuite curatives de l'emploi de la CRS 82 ? Je vous disais, il faut revoir le logiciel de A à Z. J'ai eu l'occasion de croiser et d'échanger avec le Premier ministre qui, depuis, en plus, nous a annoncé une belle cure d'austérité, un plan d'économie. Bien, moi, je le lui avais dit et je le répète au nom d'Alliance Police Nationale, en fait, non. Il faut un grand plan Marshall pour la santé, la sécurité et l'éducation. Parce que les jeunes qui ont fait cela le 14 et le 18 juillet, il y a quand même un défaut d'éducation à la maison. Il y a peut-être eu un défaut d'éducation aussi à l'école. Un manque de moyens aussi chez nos amis enseignants. Et je le redis toujours, l'éducation, c'est l'ennemi de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est ignorer les valeurs telles que respecter la vie humaine, parce qu'on attend à des personnes, à des pères et des mères de famille, à des policiers, des pompiers, mais aussi à des citoyens qui n'étaient que de passage hier soir entre 1h et 4h du matin. Donc oui, il faut un grand plan Marshall et non pas un plan d'économie. Il faut de l'éducation, il faut de la prévention, mais il faut évidemment des moyens pour la police nationale. Il faut évidemment des places de prison, sinon ça ne sert à rien d'arrêter les gens s'il y a la file d'attente devant l'établissement pénitentiaire. Et il faut bien évidemment une réponse dès la première infraction pour les primo-délinquants avec des peines adaptées, rapides, en structure légère. Il faut reprendre le logiciel parce que tout renoncement aujourd'hui qui serait pour motif économique, écoutez, c'est la faillite demain de la santé, de la sécurité et de l'éducation, c'est la faillite sociétale. Donc, merci David Leroux. Merci David Leroux d'avoir été en direct sur BFM TV. On a bien entendu votre message, notamment sur l'éducation parentale. On passe à la politique avec ce record absolu pour la pétition anti-loi du plomb sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Plus de 500 000 personnes ont signé cette pétition citoyenne lancée le 10 juillet par une étudiante, comme s'en félicite la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. On va lire son message sur le réseau X. Incroyable, la pétition contre la loi pesticides a dépassé le demi-million de signatures, du jamais vu en seulement quelques jours. L'Assemblée est dans l'obligation d'organiser un débat dans l'hémicycle. Bravo à cette magnifique mobilisation citoyenne contre l'empoisonnement du monde. Mathieu Coache du service politique de BFM TV est avec nous. On va revenir tout d'abord sur cette pétition, mais sur cette loi du plomb notamment. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, c'est l'une des pétitions les plus plébiscitées de l'histoire. C'est important de le préciser. D'ailleurs, en ce moment même, si vous essayez de la signer, ça bug. J'arrive pas. C'est très difficile d'accès. La dernière fois que j'ai réussi à regarder, on était déjà à 514 000, donc les 500 000 sont largement dépassés. Il s'agit d'une loi qui a été adoptée le 8 juillet pour réintroduire un pesticide qui est interdit en France, mais qui est autorisé en Europe jusqu'en 2033. Ce pesticide, il est réclamé par des agriculteurs, notamment les producteurs de betteraves ou de noisettes, et eux, ils disent en fait qu'ils n'ont pas d'autre option contre les ravageurs, et ils disent subir de fait une concurrence déloyale de la part des autres producteurs européens qui ne sont pas soumis à cette loi. La pétition a été lancée 2 jours après l'adoption de la loi par une étudiante de 23 ans en master. Elle dit que cette loi représente une attaque contre la santé publique, la biodiversité et la cohérence des politiques climatiques. Elle demande l'abrogation de cette loi. Les choses, vous le voyez, sont allées très très vite. Oui, en effet. Alors que va-t-il se passer maintenant, Mathieu ? Alors potentiellement pas grand-chose. C'est là où c'est un petit peu décevant par rapport aux chiffres qu'on vient d'énoncer. D'abord, il va falloir vérifier que toutes les signatures sont valides et qu'elles sont issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Et si c'est le cas, eh bien la conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique. Mais attention, c'est seulement la pétition qui sera débattue. La loi, elle, ne sera pas réexaminée sur le fond, encore moins abrogée, comme le demande la pétition. Et puis les députés, ils peuvent aussi tout simplement classer cette pétition, ne pas donner suite, sans raison particulière. Alors il y a quand même une autre carte qui peut être jouée, c'est vis-à-vis du gouvernement. Vous savez que le gouvernement incite le peuple à s'exprimer. Alors on parle beaucoup de référendum, on parle de convention citoyenne. Est-ce qu'il peut
totalement ignorer cette ferveur populaire. Là encore, le gouvernement n'est pas du tout obligé d'abroger cette loi, mais ça met tout de même une certaine pression sur l'exécutif, sur Emmanuel Macron, qui d'ailleurs se plaint que l'on détricote son bilan écologique. Merci beaucoup Mathieu Coach pour ces précisions. On est également en ligne en direct avec Delphine Batho. Bonjour, députée des Deux-Sèvres, coordinatrice nationale de Génération Écologie. Vous avez voté contre cette loi à l'Assemblée nationale qui réintroduit, donc on l'a dit notamment, ce pesticide, alors que cette loi, elle avait pour vocation, c'est comme ça qu'en tout cas le gouvernement l'a vendue entre guillemets, d'aider les agriculteurs dans leur pratique. Expliquez-nous pourquoi vous êtes opposé. Parce que c'est une loi d'empoisonnement alimentaire. C'est une loi qui réautorise en France les néonicotinoïdes qui tuent les pollinisateurs et en particulier un d'entre eux, l'acétamipride, qui est dangereux pour la santé humaine, qui peut par exemple atteindre les bébés dans le ventre de leur mère. C'est un neurotoxique et un perturbateur endocrinien. C'est une loi qui empêche aussi d'interdire des pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc c'est une loi qui concerne tout le monde et qui est dangereuse pour la santé humaine et dangereuse pour la biodiversité. C'est un recul. J'ai parlé concernant de cette loi d'une sorte de Trumpisme à la française. C'est une loi très dangereuse. À l'heure où je vous parle, cette loi, elle n'est pas promulguée et le président de la République doit tenir compte de cette mobilisation et décider de ne pas promulguer la loi du plomb. Delphine Batho, qu'est-ce que vous répondez à ces agriculteurs qui disent qu'ils ont besoin de ce pesticide pour ne pas faire face à une concurrence déloyale ? Alors, nous leur disons d'une part qu'il y a d'autres solutions agronomiques et on peut éviter le recours à des produits dangereux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que oui, il faut lutter contre la concurrence déloyale. Et ça, on est d'accord. C'est la raison pour laquelle les écologistes proposaient des amendements pour interdire l'importation en France de produits traités avec des pesticides dangereux. Merci beaucoup Delphine Batho. On va également donner la parole aux agriculteurs. Jérôme Bail, bonjour. Vous êtes agriculteur, éleveur bovin. On vous connaît bien évidemment dans cette lutte qu'ont menée les agriculteurs pour de meilleures conditions de travail. Vous êtes pour l'emploi de ce pesticide ? Je ne suis pas pour spécialement que l'emploi des pesticides, mais oui pour la loi du plomb, parce que tout simplement c'est un pas de plus pour l'agriculture et c'est surtout une sortie de certaines contraintes. Donc, comme chez nous, pour nous, on va dire dans l'Occitanie et dans le sud-ouest, la création de retenues collinaires. Dans la loi du plomb, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que l'acétamiprine. Il y a beaucoup d'autres lois et d'autres textes de loi, notamment sur la simplification administrative. Et on peut améliorer le confort du travail des agriculteurs. Jérôme Bail, si jamais le gouvernement venait à réviser cette loi du plomb, à peut-être l'abroger, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire ? Qu'est-ce qu'on sera prêt à faire ? Je ne sais pas, mais quand j'entends les paroles de votre invité, qui est madame une députée écologiste, et qui dit qu'aujourd'hui on a d'autres moyens de production, je voudrais bien qu'on nous explique comment on peut produire avec des gens comme ça qui à longueur de journée depuis quelque temps décide qu'il faut tuer l'agriculture française. L'acétamiprine, pour revenir sur cette molécule, elle est autorisée dans 26 des 27 pays européens. Donc à ce compte-là, qu'on arrête d'importer tous les produits étrangers qui ne respectent pas les normes françaises, et vous allez voir que les Français vont avoir faim. Est-ce que ça veut dire que c'est un moindre mal, cette loi du plomb, que vous acceptez peut-être que certains pesticides tuent des abeilles, provoquent peut-être des cancers, pour de toute façon aider les agriculteurs dans leur pratique ? Je ne dis pas ça, puisqu'on est les premiers écologistes de France, il ne faut pas l'oublier. Nous, on n'a pas de parti écologiste, mais on fait de l'écologie. Mais après, vous savez, je vois souvent dans les grandes villes, quand il y a les moustiques, les invasions de moustiques, ils utilisent bien des insecticides et ça dérange personne. Donc c'est tout le temps facile de dire que les agriculteurs détruisent l'environnement. Et pour l'acétamiprine, n'oubliez pas une chose, et ça personne ne le précise, c'est qu'elle sera autorisée qu'à titre dérogatoire pour certaines productions. Donc ça va peut-être concerner 1% ou 2% du territoire français. Donc c'est facile d'en faire une généralité. Mais comme on dit chez nous, quand on veut tuer son chien, on dit qu'on a la rage, mais les agriculteurs n'ont pas la rage.
Merci beaucoup Jérôme Bail d'avoir été en direct sur BFM TV. Restez bien avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la mise en examen de ces 4 policiers dans une affaire de violence sur un jeune mineur de 17 ans à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac l'adolescent dans la nuit du 14 juillet. Les fonctionnaires présumés innocents nient les faits. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toi. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec autoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lithos et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur autoiture.com pour un devis immédiat. Autoiture.com. You, United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Les amis, devant moi, tous les produits d'un colis comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout livré directement chez vous. Et en plus, en ce moment, vous avez une réduction de 100 € sur votre premier colis. Et avec comme j'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Alors, pour profiter de moins 100 € sur votre premier colis, composez le 0800 37 37 37 ou comme j'aime.fr, c'est important.fr. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Yes, yes, yes. Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. Avro Lancaster. Découvrez le légendaire bombardier de la Seconde Guerre mondiale à travers des fascicules passionnants. Chaque semaine, assemblez votre maquette en métal à l'échelle spectaculaire 1/32 et aux finitions exceptionnelles. Contrôlez ses mouvements, lumière, son et pièces mobiles grâce à sa télécommande et son présentoir exclusif. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Tiens, Léo a découvert que l'huile de coude était aussi une énergie renouvelable. Stéphane est à fond sur le tri sélectif, même s'il confond toujours le lundi et le mardi. On sait bien que vous faites des efforts au quotidien, alors la moindre des choses, c'est de vous proposer uniquement une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. Et en ce moment, 100 € offerts pour la souscription de votre contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3443. J'agis avec Engie. Pourquoi la MAF ? Parce qu'à la MAF, j'ai l'assurance habitation 100% en ligne, qui assure même les colocataires. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Depuis 10 ans, le confort d'Emma fait beaucoup de bruit. Car avec les matelas Emma, c'est 10 ans de confort garanti. Un matelas qui vous enveloppe de fraîcheur et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Pendant les soldes d'été, offrez-vous une décennie de... avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Chaque histoire de café commence ici. Fraîchement moulu, perfetto. Partout en France, un rituel partagé. De'Longhi sublime chaque tasse. Merci de nous avoir élus marque préférée des Français. Notre plus belle histoire, c'est avec vous. L'électricité passe en offensive et attention l'énorme faute des énergies fossiles. Le carton est très mérité. Il s'élance, attention la frappe. Le match électricité-énergie fossile, ça se joue tous les jours. J'allais quand même pas soutenir les énergies fossiles. L'événement cinéma de vos vacances est arrivé, alors réservez vos places. Attention, j'arrive. Et préparez-vous. Merci, Schtroumpf maladroit. Et préparez-vous. On va montrer au monde réel de quel bois on se Schtroumpf. Pour la plus grande des aventures. On est peut-être tout petit, on est peut-être tout mignon. Nous pouvons schtroumpfer des montagnes. Accrochez-vous à vos bonnets.
Schtroumpf bruteur, tu peux reculer, s'il te plaît? Les Schtroumpfs, le film, actuellement au cinéma. Jules Verne. Plongez dans l'œuvre de ce génie visionnaire avec la réédition exceptionnelle de la collection Hetzel en format miniature collector. Le numéro 1 Voyage au centre de la Terre, 1 € seulement. Sur la route, il y a tout le monde et il y a nous. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Avec Coyote, j'évite les amendes et je roule à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Avec Patex, fixe et défixe, ose coller pour décorer. Quand ça casse, ose décoller sans abîmer et remplacer pour un nouveau départ. Avec Patex, ni clou ni vis, fixe et défixe. Des piqûres de moustiques gênantes? Profitez du moment sans vous gratter, parce que votre confort nous tient à cœur. Le BR90 de Burrer est un dispositif médical conçu pour soulager les démangeaisons provoquées par des piqûres d'insectes en générant de la chaleur. Plus d'informations sur burrer.fr. Avec les portes blindées Torchman Metal, votre sécurité en toute sérénité. La météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Soyez serein devant la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Autoiture.com. Votre programme avec Lazerostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. La météo va rester bien agitée ce dimanche avec à nouveau des orages sous surveillance, tout particulièrement entre l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté. L'Alsace, la Lorraine seront aussi concernés. Donc la situation a bien évolué. On a donc désormais cette dépression qui nous influence, que vous voyez là, ce bel enroulement nuageux. Alors vous voyez vraiment ces deux perturbations. La première qui nous a concerné ce samedi avec ces orages violents, notamment sur le centre-est, qui se décale vers l'Europe centrale, et une autre qui aborde donc la Bretagne qu'on va retrouver donc pour ce dimanche matin. Donc sur tout le nord-ouest, elle donnera des averses à caractère là aussi orageux. Partout ailleurs, le temps sera un petit peu plus calme avec à nouveau donc beaucoup de soleil entre le sud-est et la Corse. Et puis dans le courant de l'après-midi, la perturbation va se décaler. On va la retrouver entre le Massif central en remontant vers l'Alsace, la Lorraine. C'est vraiment là qu'on retrouvera les orages les plus forts avec à nouveau donc des cumuls de pluie importants, de bonnes rafales de vent ou encore de la grêle. Et puis à l'arrière, le fameux ciel de traîne assez actif avec beaucoup de nuages, des averses et aussi un vent sensible, des rafales entre 50 et 60 km/h. À noter toujours un temps un peu plus sec pour les régions méditerranéennes. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés, donc 14 à Aurillac ainsi qu'à Brest. Il fera 16 en Alsace à Strasbourg, 23 degrés pour Nice ou encore à Ajaccio. Et puis dans le courant de l'après-midi, on voit bien la limite entre l'air plus frais qui est arrivé à l'ouest et l'air chaud sur l'est et donc qui permet la formation de ces orages avec 24 à Paris, mais encore 33 degrés dans le centre-est du côté de Grenoble. Pour la journée de lundi, un temps encore assez instable, notamment sur toute la moitié nord, avec des averses, quelques coups de tonnerre possibles, du vent. Les températures continuent de chuter, mais retrouvent donc les normales de saison. Et pour la journée de mardi, on retrouvera un temps un peu plus calme, notamment sur toutes les régions de la moitié sud, avec des températures estivales sur le bord de la Méditerranée. Et puis à nouveau, donc une nouvelle perturbation qui arrivera par la pointe bretonne. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Autoiture.com. C'était votre programme avec Lazerostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Il est 17h30 sur BFM TV. L'après-midi info se poursuit avec au programme ces 4 mises en examen et placements sous contrôle judiciaire pour ces policiers accusés de violence sur un mineur de 17 ans dans le Val d'Oise. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac un adolescent dans la nuit du 14 juillet à Garges-les-Gonesse. Nous ferons le point tout à l'heure. Les fonctionnaires nient les faits. L'enquête dans un instant avec Mathias Tesson.
Allez, à l'une de l'actualité également, le torchon brûle entre Donald Trump et Rupert Murdoch, le propriétaire du Wall Street Journal. Le président américain porte plainte contre le quotidien et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Il l'accuse de diffamation après un article sur une lettre salace écrite au pédocriminel Jeffrey Epstein il y a plus de 20 ans. Le journal assure que c'est Donald Trump qui l'a écrite en 2003. Et nous vous le disions en titre, ces 4 policiers qui ont été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire dans le Val d'Oise. Mathias Tesson, vous allez nous rappeler les faits. Ces 4 fonctionnaires sont accusés d'avoir commis des violences sur un jeune de 17 ans. C'était le soir du 14 juillet. Pardon. Oui, absolument, aux alentours de 23h sur la commune de Garges-les-Gonesse, dans le département du Val d'Oise. Aux alentours de 23h, donc ce jeune homme, un jeune mineur âgé de 17 ans, prénommé Ali, appelle les pompiers ainsi que ses proches pour les prévenir qu'il explique avoir été victime de violences. Il est notamment blessé au niveau du visage. Sur le récit qu'il fait de ce qui lui est arrivé, il explique avoir été monté de force dans un véhicule de police, puis avoir été violenté avant d'être relâché quelques temps plus tard. Le lendemain, le parquet de Pontoise décide d'ouvrir une enquête. Le 17 juillet, les 4 fonctionnaires de police mis en cause sont placés en garde à vue. Et hier, ces 4 policiers ont effectivement été mis en examen de 2 chefs, des chefs de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, des faits aggravés par 2 circonstances, parce qu'ils sont policiers, on dit qu'ils sont des personnes dépositaires de l'autorité publique, et parce qu'ils étaient plusieurs, aggravés donc par la circonstance de la réunion. Ils ont également été mis en examen pour faux, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir travesti, comment dirais-je, le récit qu'ils ont fait de leur intervention ce soir-là. Ils ont depuis été placés sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'entrer en contact, bien sûr, avec les victimes, avec les uns et les autres, et aussi l'interdiction d'exercer leur métier de policier. Mathias, on le précise tout de même, ces 4 policiers mis en examen restent présumés innocents. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ils contestent les faits qui leur sont reprochés. Selon nos informations, ils ont expliqué ce soir-là avoir procédé à un contrôle à proximité d'un point de deal à Garges-les-Gonesse. C'est là que le jeune homme, selon le récit des policiers, aurait pris la fuite. Il serait revenu quelque temps plus tard, et c'est là que les policiers l'auraient fait monter dans leur véhicule de police. Ça, les policiers l'admettent, mais ils contestent toute forme de violence et explique par ailleurs avoir relâché ce jeune homme à un endroit que ce dernier aurait indiqué. L'information judiciaire va désormais se poursuivre pour essayer de démêler un petit peu plus précisément cette affaire. Mais si ces 4 policiers ont été mis en examen, c'est qu'il existe des indices graves ou concordants permettant de penser qu'ils sont bel et bien les auteurs des infractions qui leur sont reprochées. Merci Mathias pour ce point factuel sur ce qui s'est déroulé à Garges-les-Gonesse. Et c'est là qu'on vous retrouve, Laura Baquet, notre envoyée spéciale sur place dans le Val d'Oise, avec la famille de la victime présumée qui a donné, elle aussi, sa version des faits sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le jeune homme et sa sœur témoignent ensemble. Le ton est calme, mais les mots sont forts. Je cite, « Ils font du strike avec les petits enfants noirs. Que fait la police ?» questionne la sœur dans cette vidéo. Ils sont censés être là pour nous. Elle affirme son sentiment d'insécurité. Dans cette vidéo également, la victime présumée raconte les détails de son agression. Lui, on va le niquer, aurait-il entendu avant de se mettre à courir. Il raconte également comment il aurait été laissé pour compte tout seul après avoir été battu. Il aurait pu y passer, affirme sa sœur. Alors évidemment, toute la famille est sous le choc. Et ici, à Garges-les-Gonesse, les habitants avec qui nous avons pu échanger, car nous sommes à quelques lieux de l'agression, eh bien, ils s'estiment choqués et inquiets par ce qu'il s'est passé. La sœur parle d'un acte lâche et ignoble, et elle demande au maire de la ville d'être impartial dans cette affaire. Le maire de la ville qui s'est également exprimé sur les réseaux sociaux et qui apporte tout son soutien à la famille. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, après la publication de passage d'une lettre tendancieuse, Donald Trump contre-attaque. Le président des États-Unis porte plainte contre le Wall Street Journal pour diffamation. Il réclame au journal 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Naoufel El-Kawafi, vous êtes notre envoyé spécial en direct de Washington. C'est là qu'on vous retrouve. Donald Trump assure qu'il n'est pas l'auteur de cette lettre controversée qui a été écrite en 2003 pour Jeffrey Epstein.
Absolument, Donald Trump qui nie tout en bloc. Dans cette plainte, il explique même que c'est le journal, le quotidien qui est à l'origine de ce mensonge et qui a monté de toutes pièces cette histoire, à la fois pour ternir son image et sa réputation. C'est la raison pour laquelle le président américain, vous l'avez dit, demande des dommages et intérêts colossaux, plus de 10 milliards de dollars. De son côté, le quotidien a rétorqué en réaffirmant l'exactitude des informations qui ont été publiées, à savoir cette lettre attribuée à Donald Trump qui aurait été envoyée en 2003 à caractère sexuel à l'occasion du 50e anniversaire du financier Jeffrey Epstein. Cette lettre, elle sème le trouble sur la relation entre les deux hommes. D'un côté, le locataire de la Maison Blanche, de l'autre, le délinquant sexuel qui, avant son suicide, était accusé d'exploitation de trafic sexuel sur mineurs. Donald Trump, qui face à l'ampleur de cette polémique, n'a pas eu d'autre choix que de contre-attaquer en annonçant donc cette plainte. Cette affaire embarrasse le clan Trump, une partie de sa base commence à se fracturer. Absolument. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette affaire Epstein, elle passionne les Américains autant qu'elle embarrasse le président des États-Unis au sein même de son propre clan, de sa majorité. D'un côté, vous avez ses fervents soutiens. J.D. Vance, par exemple, qui a assez rapidement réagi en niant lui aussi l'authenticité de cette lettre, en expliquant que c'était un coup monté des démocrates. Et puis de l'autre côté, vous avez quelques élus républicains qui sont un peu plus réservés, silencieux même, qui refusent de prendre la parole publiquement. Et puis en face, vous avez les démocrates qui jubilent. L'embarras dans le clan du président, l'embarras également dans son électorat. Pourquoi ? Parce que pendant sa campagne, souvenez-vous, Donald Trump, il avait dit quoi ? Il avait dit « Moi, président, je mettrai la lumière sur cette affaire Epstein » en publiant notamment cette supposée lettre de ses clients. Sauf que un peu plus tôt dans la semaine, la ministre de la Justice a expliqué enterrer ce dossier, que cette supposée lettre n'existait pas, ce qui a provoqué la colère des électeurs des MAGA de Trump qui ont crié à la trahison. Donald Trump qui se retrouve dans l'embarras et qui a demandé à la justice d'autoriser la publication de l'ensemble des témoignages dans cette affaire Epstein pour tenter de l'innocenter, de le blanchir un peu plus. Merci Naoufel El Kawafi en direct de Washington pour BFM TV et on en parle de manière plus approfondie avec nos invités également. Bonjour Laurent Saïm, journaliste spécialiste des États-Unis et vous avez notamment participé à cette grande enquête sur cette affaire Jeffrey Epstein. Vous pourrez nous éclairer précisément sur ce point. Olivier Ravanello était avec nous également, consultant politique international BFM TV. Et nous sommes également à distance avec Olivier Piton, avocat français installé aux États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord Laurent, on sent bien que pour la première fois depuis son élection, et notamment sur cette promesse de Trump qu'il allait dévoiler des secrets sur cette affaire Epstein, on sent qu'il est en difficulté et que même la situation se retourne contre lui. Oui, on va voir si ça se confirme dans les sondages. En tout cas, il est en difficulté parce que Donald Trump est quelqu'un qui veut contrôler l'agenda médiatique, c'est-à-dire le message politique. Et si, par exemple, le vendredi, il décide de parler de petit A, il faut que derrière, tout le monde parle de petit A. Là, ça fait pratiquement maintenant 2 semaines qu'aux États-Unis, dans le monde de Washington, dans le monde politique, mais aussi dans le monde financier de New York, et puis dans ces Américains qui ont voté pour lui, tout le monde ne fait que parler de l'affaire Epstein en attendant des révélations et en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Donald Trump ne nous a pas livré avec son administration les dossiers, des noms, avec toute une théorie complotiste qui s'est mise en branle à un moment donné pendant la campagne et la dernière campagne de Donald Trump. Et donc il y a une base qui attend. Et il y a une base qui, pour le moment, ne voit rien venir. Et il y a une base qui, lui, en veut. On a vu quelques militants trumpistes brûler leur casquette MAGA. On voit sur les réseaux des gens dire « Mais que se passe-t-il ? On attend ». Et Donald Trump ne parvient pas à se débarrasser de cette histoire. Et donc là, il a fait ce qui s'appelle en termes de communication politique un détournement d'une certaine manière d'attention et il décide de s'attaquer à un groupe extrêmement puissant et à Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox News et aussi le propriétaire du Wall Street Journal. Je vous rappelle que le Wall Street Journal a publié une lettre. Donald Trump dit que c'est un faux document et ce serait une lettre que Donald Trump aurait envoyée au financier Jeffrey Epstein pour ses 50 ans avec un dessin grivois. Encore une fois, Donald Trump dément. Donald Trump en veut énormément au Wall Street Journal, qui est un quotidien assez conservateur, d'avoir publié ça. Donald Trump leur a demandé en plein milieu de la nuit de ne pas publier cette lettre. Mais voilà, le Wall Street Journal a publié et Donald Trump s'en prend, et c'est ça qui est intéressant en termes de communication politique encore une fois, Donald Trump s'en prend
aux médias. Et c'est un thème extrêmement populaire de s'en prendre aux médias et de dire regardez, vous donnez des fausses informations, vous êtes mauvais, je suis innocent. Et donc, il essaie de détourner l'attention là-dessus. On va voir si ça va marcher ou pas. Alors justement, Olivier Ravanello, Donald Trump parle de fake news, sauf que le Wall Street Journal est un journal plutôt très sérieux. Ah, c'est un journal extrêmement sérieux, et puis vous êtes aux États-Unis. Lorsque vous publiez une fausse information, ce qui vous pend au nez, ça n'est pas simplement un rectificatif en lieu et place de la fausse information assorti de quelques dizaines de milliers d'euros. Vous savez que vous risquez gros. Donc, en publiant cette information, le Wall Street Journal sait parfaitement ce qu'ils font et sont sûrement parfaitement au carré sur leurs sources. Olivier Piton, justement pour revenir sur cette plainte déposée par Donald Trump à l'encontre du Wall Street Journal, il s'attaque à un gros morceau. Rupert Murdoch, on l'a dit, notamment propriétaire du Wall Street Journal, de Fox News, grand patron américain notamment. Cet homme, il est plus qu'influent aux États-Unis et il lui réclame 10 milliards de dollars. C'est justement ça qui montre l'ampleur de ce clash ? Oui, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre l'importance que revêt pour Donald Trump cette affaire, c'est-à-dire qu'il a en partie, pas seulement, mais en partie, utilisé l'argument des complotistes pour expliquer qu'il existait un État profond et que l'État profond non seulement mentait, une série d'élites qui mentaient à la population, mais qui en plus se livraient à des agissements absolument inqualifiables. Et une partie de cette base aujourd'hui demande des comptes depuis la sortie du fameux mémorandum du 7 juillet dernier qui a été à la fois publié par le FBI et par le ministère de la Justice. Et vous avez en particulier les influenceurs qui sont très actifs, Candace Owens, Alec Jones, Ron Hogan, qui demandent des comptes. Et quand on lit le mémorandum, on se rend compte que, en fait, l'objectif était aussi de protéger les victimes. Il ne faut pas oublier qu'une des plaignantes, une des victimes, s'est suicidée au mois d'avril dernier. C'est Virginia Giuffre, celle qui avait eu des liens contre nature avec le prince Andrew. Et donc, il y a, si vous voulez, une espèce de fracture au sein du camp loyaliste, du camp loyal et fidèle à Donald Trump, et ça empiète non seulement sur ses soutiens, ça c'était la première phase de la contre-attaque de Donald Trump, c'est-à-dire s'en prendre à ses soutiens qui, d'après lui, étaient des nigauds, ce sont ses propres mots. Et là, on passe à un autre type d'intervention, c'est contre la presse. Effectivement, le Wall Street Journal, comme l'a rappelé Olivier Ravanello, est un journal extrêmement sérieux, c'est un journal qui ne donne pas d'informations sans les avoir très largement vérifiées, mais on est dans un état, dans une situation où Donald Trump, tel le sparadrap qui lui colle au basque, n'arrive pas à se dépêtrer de ce dossier, sauf en tentant de créer des affaires dans les affaires, des mini-crises dans la grande crise, et il espère que sa base ne le lâchera pas, mais on n'en est pas du tout sûr, et on verra ce que les sondages diront dans quelques semaines. Alors ça, c'est pour la stratégie politique, mais ce qui l'origine de cette affaire, c'est les liens qui lient Donald Trump avec Jeffrey Epstein. Olivier Ravanello, vous ressorti des archives en voyant on voit les deux hommes. Il y a une archive qui est sur les réseaux depuis quelques jours à nouveau. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ce dont nous parlons a déjà été évoqué il y a quelques années. Mais en quelque sorte, la caravane Trump s'arrête. Cette caravane qui veut que chaque jour, ils disent quelque chose de nouveau, que ce soit une approximation nouvelle, un mensonge nouveau, une idée nouvelle, quitte à ce qu'elle soit contradictoire. Et chaque jour, on avance comme ça et on a oublié ce qui se passait. Là, la caravane est embourbée. Donc tout le monde s'arrête et se réintéresse à cette affaire. Et une des questions de fond, c'est en effet quelle était vraiment la nature des relations entre les deux hommes. Et là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Des citations de Trump qui disait à l'époque, Epstein, c'est un type super, il aime les femmes comme moi. D'ailleurs, beaucoup sont jeunes. Il a organisé avec lui un concours de filles du calendrier. Et puis, il y a cette vidéo qui a été prise lors d'une fête à Mar-a-Lago. Que les deux hommes aient fait la fête ensemble, c'est difficilement contestable. Est-ce que pour autant, ça en fait des amis, ça en fait des gens proches qui se connaissent mutuellement et qui auraient pu laisser penser que Trump savait et ce que faisait et tous les délits que pouvait commettre Epstein, c'est ça la question qui est un peu visiblement dans cette lettre en suspens. Oui, et dans la nouvelle lettre, il dit que c'est un faux parce qu'il dit je n'ai jamais dessiné. Bon il n'a pas fallu 24 heures pour que des gens ressortent des dessins et qui sont signés de Trump qu'il a pu faire de la skyline de Manhattan, etc. et qui ont été vendus aux enchères. Donc on voit bien qu'il n'est pas clair dans sa défense, même si
durant les dernières années, il a pris beaucoup de distance avec Epstein en disant « je suis pas très fan du bonhomme » au fond, comme s'il avait compris quelque chose dont il voulait se défaire. Mais ça alimente la chronique, ça alimente les questions. Dans son camp, dans le camp adverse, en fait, tout le monde veut savoir. Là où Trump n'aurait qu'une envie, c'est qu'on passe à autre chose. Mais, comme le disait Olivier Piton, ça lui colle au basque. Laurence Haïm, justement, vous qui avez enquêté sur cette relation, ce lien entre les deux hommes, en effet, cette caravane, elle ne passe pas. Elle continue depuis plusieurs semaines aussi d'être alimentée. Il y a eu aussi récemment Elon Musk qui avait, dans cet échange de tweets un peu véhément, relancé cette petite histoire, cette petite musique entre la connivence ou pas entre Trump et Epstein. Qu'en est-il réellement ? Alors, ce qu'il en est réellement, c'est que tout le monde, au moment de l'élection présidentielle de 2016 et de 2020, surtout de 2020, et notamment dans le camp démocrate, tout le monde a essayé de chercher, en tout cas dans le Parti démocrate, un lien avec Donald Trump, Jeffrey Epstein. Et il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé, mais rien n'a absolument été prouvé. D'un point de vue journalistique, moi, je m'intéresse beaucoup à la vidéo que vous venez de diffuser, qu'Olivier Ravanello a retrouvée, qui est une vidéo très intéressante, parce qu'on n'a pas beaucoup vu les deux hommes ensemble. Et ça, c'est une vidéo qui a été présentée lors du procès de Ghislaine Maxwell. Je rappelle que Ghislaine Maxwell, ça a été la compagne complice de Jeffrey Epstein. Elle est actuellement condamnée en prison. On la voit juste derrière Jeffrey Epstein. C'est cette femme que vous voyez. Et vous la voyez derrière, c'est une femme qui a un chemisier blanc. Et l'homme en blanc qui vient juste de passer, c'était le pilote de l'avion privé de Jeffrey Epstein, avec cet avion où vraisemblablement beaucoup de choses se sont passées, et avec une liste qui a été publiée de gens très célèbres qui ont pris l'avion, souvent entre New York et Palm Beach, où New York est une île privée où il y avait des orgies orchestrées par Jeffrey Epstein avec Ghislaine Maxwell. Une chaîne américaine a essayé de voir ce que Donald Trump disait à Jeffrey Epstein sur cette vidéo. Et en fait, on est dans la salle de bal de Mar-a-Lago. Donald Trump lui montre à quel point il a redécoré la salle de bal de Mar-a-Lago. Et à un moment donné, ils sont en train de regarder des jeunes femmes qui dansent sur la piste de danse. Et là, Donald Trump va se pencher à un moment donné pour faire une petite blague à Jeffrey Epstein. Vous voyez, c'est ça. C'est ce moment où il regarde les filles qui dansent. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, on a eu à un moment donné une version un peu plus longue. Mais on s'aperçoit qu'ils font sans doute quelques blagues salaces sur ces jeunes femmes qui dansent, qui sont assez jolies, sur la piste de la salle de bal de Mar-a-Lago. On est en 1992. Je vous rappelle que les faits, il y a plus de prescription aux États-Unis sur les faits. Donc, au moment où Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein, il y a eu son procès, il y a énormément de documents qui sont sortis, dont cette vidéo. Olivier Ravanello, que peut risquer Donald Trump avec cette affaire ? Aux États-Unis, pour rentrer dans une procédure contre le président, il faudrait qu'il y ait un procureur spécial qui soit nommé, que ce procureur spécial enquête à nouveau, qu'il rende des conclusions, que le Congrès se réunisse, lève l'immunité. On l'avait vu au moment de l'affaire Clinton. C'est extrêmement long et je ne vois pas aujourd'hui l'opinion américaine rentrer dans ce sillage-là. Déjà aussi parce que le personnage et son électorat sont beaucoup plus permissifs sur ce que doit être la posture présidentielle ou pas. En revanche, son parti est en train de s'effriter. Si on résume à grands traits, vous avez les MAGA qui se détournent de lui, qui n'ont aucune fidélité au personnage parce qu'il ne fait pas la lumière sur ce qui se passe et il voudrait que ce soit fait. Vous avez les conservateurs républicains qui goûtent assez peu toutes ces affaires-là et surtout qui vont se représenter aux élections au midterm, mais qui risquent de perdre leur siège. Et potentiellement, pour répondre précisément à votre question, que peut-il perdre ? La majorité au Congrès. Merci beaucoup Olivier Ravanello, merci Laurence Haïm, merci Olivier Piton. Tout de suite, le temps.